Bonjour, désolé pour cette petite interruption technique. Donc nous parlions. C'est le direct. Voilà, c'est les aléas du direct. On a perdu la connexion Internet. Voilà. Donc, voilà. Mais nous avons gagné la 3e place dans la Coupe du Monde. Nous étions en train de parler de ça. Je crois qu'on peut être fier des Diables Rouges, que l'on aime ou qu'on n'aime pas le football. Il y a quelques moments dans la vie d'un pays de communion. Il se fait qu'autour du sport, on a pu le faire. Mais je crois qu'il faut souligner aussi derrière tout le spectacle et le sport, le côté quand même bon enfant où les Diables Rouges sont allés à la Grand Place, sur la Grande Place de Bruxelles, à la rencontre de leurs fans, de leurs supporters. Et c'était bien. Voilà, je crois que ça fait du bien pour ce pays et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé autour et alentour. Voilà, notamment parler de l'organisation russe de cette Coupe du Monde qui est couverte d'éloges. Donc, dans la presse, on nous annonçait de l'hooliganisme, des problèmes de racisme, un boycott diplomatique à cause de l'affaire Skripal. On nous annonçait que ce serait la pire Coupe du Monde et finalement... la Russie, elle montre que c'est l'Europe dans ce qu'elle a de mieux, avec... une organisation impeccable, une sécurité parfaitement assurée, il n'y a pas eu le moindre couac, pas le moindre incident, une police vigilante, mais aussi on avait dit bon, il y aurait des Africains qui iraient, il pourrait y avoir du racisme. J'ai vu des déclarations de certains présidents qui ont dit qu'il n'y a pas eu le moindre agression ou racisme face à des spectateurs ou des fans d'origine africaine et autres. Donc impeccable, un exercice parfaitement réussi pour la Russie et pour Vladimir Poutine, clairement. Donc on nous annonçait aussi une débauche de propagande nationaliste. On n'a rien vu de tout ça, on a vu simplement la fête du sport, d'un sport, le football, sans toutes ces dénonciations qu'on avait pu voir dans la presse bien pensante, comme toujours. Donc la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, d'après le président de la FIFA. Oui, mais je pense que c'est le sentiment qu'on a pu avoir, comme je le répète, d'une organisation parfaite. Donc l'Occident, l'Europe, dans ce qu'il a de meilleur, dans sa capacité d'organisation, de maintenir l'ordre et de faire en sorte que la fête et le spectacle puissent se dérouler dans la quiétude et le respect de tous. Donc bravo Poutine. Alors pour parler de Poutine, il y a eu lundi un sommet à Helsinki, une rencontre au sommet avec le président Donald Trump. Oui, et là aussi on a vu un déchaînement de critiques à l'encontre du président Trump notamment, mais je me demande pourquoi. Voilà deux puissances nucléaires qui ont été antagonistes et où les dirigeants, plutôt que de s'invectiver, sachant bien entendu que les intérêts de la Russie ne sont pas les intérêts des États-Unis et vice-versa, tout comme les intérêts de la Russie et les intérêts des États-Unis ne sont pas les intérêts de l'Europe. On a chacun ses intérêts dans le monde que nous connaissons, mais nous avons évidemment intérêt à nous entendre et coopérer. Toute cette presse qui, par un espèce de réflexe pavlovien, dénonce Poutine et maintenant Trump, elle préférerait quoi? Que les sous-marins nucléaires et les bombardiers B-52 et les missiles enterrés soient en état d'alerte maximum et qu'on soit prêt à s'envoyer des missiles, que les dirigeants s'invectivent, que la tension monte. On sent bien d'ailleurs qu'il y a tout un establishment politico-militaire qui voudrait ces tensions. Nous, au contraire, nous voulons l'apaisement, nous voulons la coopération. Nous pensons d'ailleurs que, et nous le répétons au Parti populaire depuis très longtemps, que l'Occident, les États-Unis, l'Europe et la Russie doivent s'entendre, bien évidemment, même si on a des intérêts divergents sur pas mal de choses, mais doivent en tout cas s'entendre face à la montée de l'islamisme, du fascisme islamisme, qui lui est un péril qui nous menace tous aux États-Unis, en Europe et aussi en Russie. Donc nous sommes pour cette collaboration. Alors pour revenir justement à la couverture de cet événement par la presse, d'après la Libre Belgique, il y a 7 raisons qui expliqueraient que Donald Trump, c'est leur mot, courtise volontiers Vladimir Poutine. Donc la nécessité de s'entendre, là-dessus on est d'accord. Puis la volonté de prendre systématiquement Barack Obama à contre-pied. Une admiration Barack Obama pour le régime. a été un des plus piètres présidents américains. Il a affaibli systématiquement les États-Unis, notamment au Moyen-Orient. Donc prendre le contre-pied est quelque chose d'extrêmement sain dans le chef de Trump. Et alors aussi, la 3e raison, ce serait une admiration non dissimulée pour les régimes autoritaires. Écoutez, moi je crois que Trump a raison
de voir à bien des égards l'organisation de la Russie, qui reste une démocratie, mais où l'ordre et la sécurité règnent, comme quelque chose qui ne doit pas être rejeté. Nous avons aussi, nous, de l'admiration pour la Russie de Poutine. Elle n'est pas parfaite, soyons clairs. Il y a la question des libertés civiles et des libertés publiques. Il y a des choses à améliorer, mais c'est un État, un immense État, qui est géré, certes d'une main de fer, mais qui est bien géré par Alors, Poutine. ça ne s'améliore pas. Le besoin de légitimer une élection controversée, l'obligation de rembourser une dette morale ou autre envers Moscou. Alors, c'est extraordinairement, d'abord, il y a toute cette vieille thèse, il y a deux thèses. D'abord, qu'il y aurait un chantage à l'encontre de Trump. Et on sait que c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces par le Parti démocrate, financé par le Parti démocrate, où on a pris d'anciens espions qui ont été, contre beaucoup d'argent, qui ont monté un dossier qui ne ressemble à rien. Et la presse belge recycle ce qui s'est dégonflé depuis très longtemps aux États-Unis comme une baudruche. Donc, par contre, que les Russes aient peut-être, mis à jour les errements du Parti démocrate et des Clinton en hackant les emails et en les rendant publics, ça c'est peut-être vrai. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a vu? Ça a montré toutes les turpitudes du Parti démocrate dans le cadre... En montrant que le Parti démocrate voulait faire perdre Bernie Sanders aux primaires. Exactement. Surtout on a la surtout révélation. montré que les dés étaient pipés. Voilà. Je crois que c'est ça que l'establishment américain de gauche n'a toujours pas avalé par rapport à la Russie. Et puis il faut le dire une bonne fois pour toutes, quand je vois ces attaques, etc., que l'establishment traditionnel comprenne bien que la victoire populiste, ou le Brexit, il n'est pas dû aux Russes, il n'est pas dû aux fake news, il est dû simplement au fait que les peuples rejettent les politiques globalistes, qui sont menées par les gens à Washington ou qui sont menées par les gens à Bruxelles, qui sont hors sol et déconnectés. Ce n'est pas parce que la Russie intervient, c'est parce que vos politiques, messieurs, vos politiques sont rejetées. On n'en veut plus. On n'en veut plus de cette globalisation. On n'en veut plus de la montée en puissance, de l'immigration, de l'islam et autres. On veut des États, on veut des gouvernements qui protègent d'abord leur peuple. America first. Europe first, Belgium first, Russia first. C'est ça qu'on attend et c'est ça que nous proposons au Parti populaire d'ailleurs. Belgium first, les Wallons d'abord, les Bruxellois d'abord, les Belges d'abord. Et donc, ces messieurs de l'establishment politico-médiatique n'ont rien compris. Et vous pouvez venir avec vos histoires de fake news et autres, vous n'avez rien compris à l'essence qui est en train de se passer et vous serez pour ces raisons balayés par le sens de l'histoire. Et puis alors, dans les autres raisons, très rapidement, Trump qui voudrait construire une Trump Tower à Moscou. Absolument. Et puis alors encore cette histoire de chantage justement grâce à une vidéo. Mais toujours pour rester alors dans le sujet de nos médias, j'aimerais parler du Brexit parce que petit à petit la RTBF et tous les autres journaux nous habituent à l'idée que c'est tout à fait normal qu'il va y avoir un second référendum sur le Brexit. Oui, donc on voit que dans tous les pays où les partis, les forces populistes, c'est-à-dire qui émanent directement de la volonté populaire, prennent le dessus par le Brexit, l'élection de Trump, ou dans d'autres pays, Salvini et autres, on voit qu'il y a une mobilisation de cet establishment politico-médiatique pour le faire échouer. Regardez Trump, il va s'assurer de la paix avec Poutine et une partie même de son propre camp l'accable. Et puis regardez le Brexit où effectivement, alors que les Anglais ont voté avec une claire majorité pour la sortie, ça fait 2 ans qu'on fait tout en Angleterre pour faire dérailler ce processus. Tous les globalistes, les mondialistes veulent faire dérailler ce processus. Et maintenant, on parle même de faire revoter. C'est un grand coup classique au niveau européen. Il y a toute une série de pays où quand les peuples votent mal, à défaut de pouvoir changer de peuple, dans une démocratie, on le fait voter jusqu'à ce qu'il vote bien et on met des obstacles où on change un petit peu à la marche pour lui faire gober une série de choses. Pour être plus spécifique, ça s'est passé, je pense bien 5 fois. Donc, au Danemark, en 1992, avec le traité de Maastricht, ils ont voté mal une première fois, on les a refait voter. Je pense que ça s'est passé en Irlande, là c'était quelque part pour la ratification du traité de Nice, on les a fait revoter aussi. Et puis alors il y a eu le même scénario pour le traité de Lisbonne, à nouveau avec les Irlandais. Et puis alors il y a eu cette histoire de constitution européenne, donc avec la France et les Pays-Bas qui ont mal voté tous les deux. Et là on a fait un autre traité. Et donc cet establishment globaliste, mondialiste, en fait il a le plus profond mépris
pour le peuple, pour sa souveraineté, pour ses intérêts. Et il est là le grand scandale. Alors, il faut dire très clairement, il faut tenir bon en Angleterre au niveau du Brexit. Et s'il ne peut pas y avoir d'accord avec l'Union européenne, que l'Angleterre quitte l'Union européenne sans accord. De toute façon, quoi que disent aussi nos commentateurs, l'Angleterre se porte très bien et elle se portera encore mieux hors l'Union européenne, tout simplement parce qu'une série de grands États, à commencer par les États-Unis, s'empresseront de signer des traités de libre-échange avec les Anglais, et les Anglais seront débarrassés de cette bureaucratie européenne hors sol, seront débarrassés de la Cour européenne des droits de l'homme et ce genre de choses, et toutes ces règles qui sont en train de miner nos sociétés, ce gouvernement des juges. Qui empêche de mener une politique d'immigration ferme. Par exemple, je rappelle toujours, si les bateaux, on impose aux bateaux qui prennent des migrants, bateaux européens, de venir les déposer dans des ports européens, c'est en raison d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2013. Avant ça, on les ramenait de l'autre côté. Et c'est donc tout ça qui est en train de paralyser de nouveau la volonté populaire, et ça ne va pas. Les Anglais l'ont très bien compris, et moi je leur souhaite de prendre le large le plus vite possible et de tenir bon, en tout cas. Le fait de vouloir faire revoter les gens est un mépris pour le peuple, est un mépris de ces élites pour le peuple qui est insupportable. Alors nous avons reçu une première question par mail, une question de Laurent de Groot de Liège, donc je vais un peu le citer. Monsieur, que pensez-vous du festival Esperanza très à gauche, organisé en province de Namur début août prochain, et financé en grande partie par de l'argent public, RTBF, Fédération Wallonie-Bruxelles, etc., etc., pro-accueil des réfugiés, droit des sans-papiers, combat contre la droite dure, etc., avec l'argent du contribuable belge, comment financerait le PP la partie culturelle en Belgique francophone s'il était au pouvoir? Alors, Laurent de Liège, tout d'abord, il est clair que on parle d'ingérence, mais l'ingérence dans la politique, aujourd'hui, il ne faut pas aller voir les fake news. L'ingérence, c'est la RTBF, c'est RTL, avec RTBF en tout cas de l'argent public, qui interfère dans le débat politique à tout moment, en promouvant justement sous couvert d'activité culturelle toujours les mêmes idées, celles de gauche, etc., des sans-papiers, de l'accueil, etc., qui vont à l'encontre de nouveau de la volonté en général d'une claire majorité de la population dans nos pays. Tous les sondages le démontrent. Et donc c'est aussi une politique, toutes ces subventions et autres, des copains et des coquins. Alors nous, qu'est-ce qu'on prévoit? D'abord, une transparence totale le jour où on est au pouvoir, avec un vrai cadastre de tout ce qui est dépensé. Ça a déjà commencé à être mis en place, mais une transparence totale. Deux, de ne financer que les ASBL, les actions qui sont vraiment utiles. Par exemple, il y a des ASBL qui aident clairement, concrètement les pauvres, pas celle style SAMU social où on se sert d'abord, mais il y en a qui font un travail sur le terrain assez remarquable. Et puis en matière culturelle, fini les copains et les copains des copains, fini de financer tout et n'importe quoi pour quelques cultureux que personne ne va voir et toujours dans le même sens. Et on pourrait très bien imaginer, par exemple, plutôt qu'un financement direct, un chèque éducation, de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros chaque année, où finalement les citoyens pourraient choisir eux-mêmes avec ce chèque le type de spectacle plus populaires et autres auxquels ils auraient ainsi accès. Donc c'en est fini de subventionner des théâtres où vous avez 5 ou 10 spectateurs avec des pièces abscondes et qui n'intéressent absolument personne, ou un art, si je puis dire, ultra confidentiel qui n'intéresse aussi personne, pour revenir globalement à une politique qui touche le plus grand nombre. Ça me fait penser du coup à une nouvelle, c'était lundi, donc d'après une étude de l'université d'Anvers, la société civile, donc les ASBL, les ONG, en Belgique est la plus dépendante du public d'Europe, donc elle est la plus dépendante de l'État en termes de subventions. Oui, mais puisqu'ils sont déconnectés très souvent des aspirations citoyennes et des goûts et de l'intérêt de la très grande majorité. C'est la tyrannie permanente des ultra-minorités, LGBTQ, etc. Dieu sait, ou organisations antiracistes, tout ceci, donc qui s'en prennent toujours globalement à la majorité normale, raisonnable. Donc,
forcément ils n'ont aucun financement, puisque les gens ne s'intéressent pas à eux, et donc ils sont dépendants du public, ils sont déconnectés, ils sont hors sol. Et donc il faut en terminer aussi globalement avec ce subventionnement, où finalement beaucoup de gens ont de l'argent public, parfois même pour faire quoi? Pour s'en prendre à cette majorité qui finalement les finance. Donc c'est absolument insupportable, et s'ils veulent, comment dire, avoir des causes ou défendre des causes, eh bien, ils n'ont qu'à trouver les militants qui les financent. C'est comme la presse d'ailleurs, hein. S'ils veulent avoir des, comment dire, vivre, la presse belge, eh bien, elle n'a qu'à trouver des lecteurs et pas vivre au crochet de la collectivité et en même temps cracher sur cette collectivité, la collectivité des lecteurs, du peuple raisonnable de manière générale. Bien, alors j'ai une seconde question d'un monsieur anonyme qui dit avoir confiance en notre parti et être un militant de la première heure. Alors, lorsque des parents divorcés, jugement à l'appui, un des parents détient les enfants de force chez lui, comment se fait-il que les forces de l'ordre n'ont aucun droit d'intervenir et comment se fait-il que la justice soit si lente? Alors, il est clair qu'il faut une décision de justice pour faire obtenir une contrainte. Ça va être très clair. Quand il y a un jugement, on peut faire appel aux forces de l'ordre. Mais ce que cette dame, que je salue au passage, dénonce avec raison, c'est que la justice est d'une lenteur incroyable, parce qu'elle est sous-financée, la justice belge, parce qu'elle est mal organisée, parce qu'effectivement aussi, là on est en matière civile, mais trop souvent, je l'ai toujours dit, on met l'accent sur les droits des personnes qui commettent des infractions et beaucoup moins sur les droits des victimes. Donc il y a à la fois de l'argent à injecter dans le système judiciaire, parce que quand même la justice est sous-financée, et puis c'est une des bases fondamentales de l'État. Si on n'a plus confiance dans la justice et elle ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir confiance dans l'État, premièrement. Donc il faut un financement, mais il faut aussi un changement de mentalité. La justice fonctionne trop souvent de manière déconnectée. Il faut se rendre compte, les juges, qu'ils rendent un service public aux citoyens, qu'ils ont une obligation de faire en sorte qu'un jugement soit rendu vite. Et on la change comment, cette mentalité? Alors cette mentalité, on la change avec d'abord un enseignement, il faut reprendre l'enseignement, des directives, il faut clairement il doit y avoir une prise de conscience qui ne va pas venir comme ça, hein, c'est clair. Il va prendre des années pour prendre conscience à la justice qu'elle est là au service des citoyens pour faire en sorte, si vous voulez, que l'ordre social qui est troublé par un conflit, un litige, soit au plus vite apaisé. Et ça, donc, vous savez, à Bruxelles, par exemple, pour un exemple que je connais bien, la Cour d'appel de Bruxelles, en première instance, il faut 3 ans pour obtenir un jugement sur le tribunal civil, et il faut entre 7 et 8 ans maintenant au niveau de la Cour d'appel, entre 5 et 7 ans au niveau de la Cour d'appel. Donc quelqu'un il commence une affaire civile, dans le tribunal civil, il sait que ça lui prendra 10 ans au minimum si le processus doit aller jusqu'au bout. C'est évidemment inacceptable pour nous. Une décision doit être rendue dans l'année, hein, ça c'est une justice, elle est référée mais une justice rapide, et un appel dans l'année ou dans les 2 ans maximum. Si ce n'est ça, le système dysfonctionne complètement. Mais pour ça, il faut des juges, il faut des greffiers, et la justice est en plein naufrage, il faut le dire, et les magistrats ont mon soutien à ce côté-là. Donc, moi je veux une justice efficace, rapide, je veux une justice qui soit au service du public, au service des citoyens, clairement qu'elle en ait conscience, mais je ne veux pas un gouvernement des juges. Je ne veux pas des juges non plus qui interfèrent en tout, notamment sur les politiques publiques qui sont mêlées. Ça, c'est un écueil qu'il faut aussi éviter. Alors, on a une troisième question ici. Que pensez-vous de la récupération de Reynders à la Coupe du Monde? Je pense qu'il fait référence au fait que M. Reynders et aussi le Premier ministre ont mis un point d'honneur à assister à la Coupe du Monde plutôt qu'à accueillir Trump, notamment quand il est arrivé pour le sommet de l'OTAN. Ce sont deux problèmes différents. D'abord, Trump est le président de la principale puissance mondiale, et effectivement, je regrette que M. Michel ait préféré aller à Wavre ou à Braine-l'Alleud avec des supporters plutôt que d'accueillir le président de la principale puissance mondiale et notre allié, et celui qui depuis un État qui depuis 50 ans assure notre sécurité au demeurant. Hein. Donc ça montre que c'était aussi un discours politique où il montrait son mépris pour Trump, mais je crois que M. Trump a d'autres manières de montrer son mépris envers M. Michel si jamais il voulait le faire, et envers notre pays s'il ne voulait pas l'oublier. Ce qui s'est passé, l'affront, alors que Trump est accueilli par les chefs d'État un peu partout, évidemment. Il a été accueilli par Mme Wilmez, donc une ministre, même pas un vice-premier, une ministre.
Madame Wilmès, Madame Wilmès, qui essaye de clore son budget voilà, de manière donc, laborieuse. responsable du budget, donc on voit bien. Et puis il y a autre chose, c'est que bon, j'ai pas cette grande victoire, mais on a vu une série de politiques tenter de récupérer. Et c'est vrai que la présence de Renders parmi l'équipe et le staff sportif avait quelque chose de, je pense, déplacé. C'était vraiment une forme de récupération. Notez que ça, j'ai lu un article tout à l'heure comme quoi, à la Grand Place, des dizaines de politiques belges avaient demandé à pouvoir s'afficher avec les Diables Rouges sur le balcon. Bon, on l'a juste fait pour le collège bruxellois, M. Claus, qui en a profité, et M. Courtois, soit. Hein, c'est vrai que c'était l'administration. On voyait les Diables Rouges manger leurs frites et derrière, il y avait des politiciens qui les prenaient en photo. Voilà, donc il y a un côté effectivement lamentable. Les politiques n'ont rien à voir avec le succès des Diables. Au contraire, les politiques qui sont tellement décriés, à juste titre, hein, vu l'état de notre pays, ferait mieux d'avoir un peu d'humilité et de se tenir en dehors de tout cela. Eh bien, nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti, mais j'aimerais poser quelques questions justement sur les listes communales, sur les prochaines deadlines. Pas mal de choses à dire parce que bon, ce sera la dernière émission avant un break de quelques semaines. Avant le 15 août. Voilà, nous reprendrons aux alentours du 15 août. Dire des choses extrêmement importantes. Les élections viennent communales. Je vous l'ai déjà dit, nous allons déposer 120, 130 listes, donc ce qui est extraordinaire pour un nouveau parti. Ça va être, le PTB a déposé 30 listes. Hein, je veux dire, nous allons déposer 3 ou 4 fois plus. Ça montre que l'engouement populaire pour notre parti est bien là. Sur les réseaux sociaux, on approche les 70 000 personnes qui nous suivent sur notre page, donc énorme aussi, largement premier parti francophone devant tous les autres. Je lance un appel, les listes sont en préparation. Alors vous allez être sollicité certainement par nos candidats pour signer comme électeurs, pour qu'on puisse se présenter. Il faut savoir que pour se présenter dans les communes ou à la province, puisqu'on n'a pas d'élus en général sortants, de conseillers communes sortants, donc on a besoin de 50, 100 signatures, 30 signatures. Ça n'engage à rien si ce n'est de signer pour qu'on puisse présenter une liste, donc faites-le si vous êtes sollicité. Hein, c'est tous une simple signature, mais aussi vous allez plus loin, rejoignez le parti, soyez candidat. Pas mal de nos listes sont complètes, mais d'autres ne le sont pas encore. Donc il y a encore des places pour des hommes et des femmes. Peut-être même il y a des endroits où il n'y a pas encore de liste. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Même si vous vous présentez seul ou à 2 ou à 3, il y a une présence du Parti populaire. Vu les scores que nous faisons, vous pouvez être élu conseiller communal. Une personne, 2 personnes, peut-être fait la différence pour un collège. Donc prenez contact avec nous, info@partipopulaire.be ou sur les réseaux sociaux. On vous dirigera vers le responsable communal ou le responsable d'arrondissement. Il y a encore des communes où il n'y a pas encore de liste. Chaque semaine, on en reçoit encore des gens qui disent ben, « moi je me lance, je fais une liste ». On voit si le candidat, évidemment, a les capacités minimum de le faire, mais voilà, c'est pas non plus… même si c'est un nouveau métier, ou enfin c'est une nouvelle, pas métier, mais une nouvelle fonction, ben, il faut se lancer à l'eau à un moment donné, et on n'est pas tout seul, donc il y a de l'aide. C'est extrêmement important, je dis toujours, toutes les analyses que l'on fait, elles doivent se matérialiser par de l'action. Vous savez, si Salvini en Italie est tellement populaire aujourd'hui, c'est parce qu'il parle, c'est parce qu'il a fait de l'action. Il a fermé les ports. Hein, il a dit maintenant c'est terminé les migrants. Et pour ça, il faut de l'action. Il faut que nous soyons au pouvoir et il faut que les citoyens agissent, bougent, pas parler, pas seulement sur Facebook marquer son désaccord il est temps maintenant de se mobiliser au communal. Et puis dans la foulée des communales, il y aura les élections fédérales, et régionales et européennes. Et puis, important, voilà à quoi ressemblera notre affiche, notre slogan, c'est un scoop, nos citoyens d'abord, nos citoyens. Hein, et j'insiste sur le nos citoyens d'abord, par rapport à tous les enjeux, par rapport à la migration, par rapport aux logements sociaux, par rapport aux taxes, hein, par rapport à la malgouvernance, nos citoyens d'abord. C'est à eux qu'il faut d'abord penser, les nôtres, pas ceux d'Afrique, hein, pas ceux du Moyen-Orient, nos citoyens ici, nos concitoyens. Ça, c'est le message fondamental. Puis, j'aimerais terminer aussi en disant que plus que jamais, Nicolas, l'heure est grave. Et j'invite tout le monde à aller lire l'analyse qui sera publiée dans quelques heures, aujourd'hui, ce jeudi, dans Le Peuple,
avec une interview exclusive et détonnante d'un ancien responsable de la sûreté de l'État qui a pris sa retraite et qui livre son analyse sur ce qui est en train de se passer. C'est effrayant, où on voit, il explique la montée en puissance de l'islamisme, la montée en puissance du chaos, de plus en plus grave, armé, les armes qui circulent, les armes qui sont stockées un peu partout. Et nos dirigeants savent tout cela, savent, mais ça leur rentre ici, ça sort là, ou en tout cas, comme pratique la politique de l'autruche. Et les mises en garde qu'il est en train de nous faire sont gravissimes par rapport. Donc j'invite tout le monde à aller lire cette interview. C'est pas celle du Parti populaire, c'est quelqu'un qui a été en première ligne pendant des dizaines d'années et qui livre son analyse, qui livre justement et qui tire la sonnette d'alarme à son tour. Et pour ça, il indique qu'il faut une réaction, l'action maintenant, pour couper court et commencer à inverser la vapeur, que la peur change de camp, que ces islamistes, ces djihadistes et autres, n'aient aucun répit, soient expulsés, mis en prison, etc., que les réseaux soient au plus vite, et que surtout on retrouve le contrôle de notre démographie, parce que la crainte, elle est là aussi, et beaucoup de politiques lâches et inconscients, évidemment, sont déjà couchés face à tout cela. Eh bien, donc, le temps de l'action est venu, Nicolas. Voilà, le temps de l'action est venu, aussi le temps de la fin pour notre live, qui est donc le dernier avant le 15 août. De bonnes vacances à ceux qui ont le privilège de partir, voilà. Ceux qui restent aussi, qui se reposent néanmoins. Et puis aussi quand même un bon temps à tous ceux qui travaillent et qui permettent au pays de fonctionner encore. Oui, tout à fait. Et puis aussi, je dis à tous ceux, n'oublions pas les plus fragiles d'entre nous. Et ça, c'est vraiment parce que ceux qui sont en bonne santé, dans la force de l'air, qui pensent à ceux qui sont en moins bonne santé, qu'on ne les oublie pas, aux personnes âgées, surtout par ces chaleurs. Je crois que c'est extrêmement important de penser à nos proches, de penser à notre communauté aussi, et de montrer cette solidarité nécessaire entre les membres de cette communauté. Eh bien, sur ces bons mots, alors je mets fin à notre live et nous vous voyons donc dans 2 semaines. Merci Nicolas.